Bonjour à toutes et à tous. Alors, si vous êtes intéressé par le domaine de la data, si vous êtes curieux de découvrir cet univers ou tout simplement vous voulez juste assister à notre session, vous êtes là au bon endroit. Cette session va durer environ une trentaine de minutes et nous allons parler de data et de solutions partenaires AWS. Donc, je m'appelle Francis Laurence, je suis un Senior Startup Solution Architect et au cours de mes presque 4 ans chez AWS, j'ai accompagné notamment un client qui s'appelle Joko et je vais laisser Coralie se présenter. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Je m'appelle Coralie Bedbeder-Deschlet, je suis data lead chez Joko depuis maintenant 3 ans. Donc j'ai pu participer à la mise en place de la stack et de l'équipe au cours de ces 3 ans et de voir aussi la mise en place de toutes les briques technologiques. On a beaucoup travaillé avec AWS et avec les solutions partenaires également d'AWS dont on va vous parler un peu plus aujourd'hui avec Francis. Alors, merci Coralie et voilà, je tenais à préciser que la data est vraiment un sujet pour lequel j'ai une appétence toute particulière et c'est vraiment un domaine qui est vraiment vital pour pouvoir piloter au mieux l'activité de votre entreprise. Alors souvent quand on parle data, on arrive avec la vision extérieure d'un beau dashboard par exemple avec plein d'indicateurs clés sur lesquels on peut voir tous les chiffres dont on aurait besoin pour connaître mieux son produit, ses clients. Néanmoins, vous me voyez venir, c'est la face immergée de l'iceberg. En fait, qu'est-ce qui cache derrière, par exemple, un beau dashboard? Ça va être des flux, par exemple, pour pouvoir intégrer ces données-là. Vous allez aussi avoir besoin de traiter ces flux, de les nettoyer, de bien les présenter. Et aussi, vous allez avoir besoin d'un outil qui a suffisamment de puissance, qui est suffisamment performant pour aussi répondre à des temps utilisateurs qui soient les plus adéquats. Et donc tout ça, ça va vous demander pas mal finalement d'efforts et c'est quelque chose qu'on a tendance finalement à ne pas voir parce que c'est vraiment ce qui est en dessous de la face immergée de l'iceberg. Alors pour faire cela, vous pourriez partir avec des services natifs AWS. Par exemple, vous pourriez utiliser un service comme AWS Glue pour pouvoir récupérer des sources tiers et pouvoir, par exemple, les stocker au sein de notre entrepôt de données AWS qui s'appelle Amazon Redshift. Ça serait une solution totalement pertinente. Et ensuite, une fois que ces données seraient présentes dans Amazon Redshift, vous pourriez utiliser Amazon QuickSight pour pouvoir visualiser ces données. Et imaginons par la suite que vous ayez besoin, par exemple, d'avoir des besoins de temps réel. Vous pourriez, par exemple, utiliser des services comme Amazon Kinesis ou Amazon MSK. Bref, je n'ai pas avoir le temps de vous présenter en l'entièreté du portfolio AWS Analytics. Néanmoins, tout ce que je peux vous dire, c'est que cette slide est incomplète. Pourquoi? Car il manque les solutions de l'AWS Marketplace. Et je pense là à toutes nos solutions partenaires qui peuvent être tout à fait pertinentes et qui peuvent répondre au mieux à vos besoins. Et c'est, gros spoiler, ce dont nous allons parler aujourd'hui lors de cette présentation. Et du coup, avant peut-être de rentrer dans le dur, dans le vif du sujet d'un point de vue data, j'aimerais bien, Coralie, que tu puisses nous présenter Joko. Oui, bien sûr, je peux commencer par vous donner un peu plus de contexte sur Joko. Donc, Joko, on propose à nos utilisateurs une solution de shopping, donc B2C, qui s'incarne dans une application mobile et aussi des extensions de navigateurs, que ce soit des navigateurs sur ordinateur et on a aussi sur iOS. Donc nous, notre mission et notre vision, c'est de permettre à nos utilisateurs de faire du shopping plus intelligemment. Et on articule ça autour de 3 grands axes. Donc faire du shopping en économisant de l'argent, du temps et de manière plus responsable. Et donc, pour arriver à accomplir cette mission, on a tout un panel de fonctionnalités dont vous avez un échantillon qui s'affiche sur cette slide. On a des fonctionnalités donc, qui s'appuient sur le premier pilier de redonner du pouvoir d'achat à nos utilisateurs. On a du cashback en ligne, en magasin, des bons d'achat également. On a des fonctionnalités qui permettent de gagner du temps grâce à notre browser intelligent qui applique automatiquement au bon moment, au bon endroit, des codes promo pour vous éviter de chercher sur 150 pages le code promo pour votre canapé. C'est fait automatiquement par Joko. Et on a également une fonctionnalité qui permet de suivre l'empreinte carbone pour nos utilisateurs. Donc c'est vraiment des fonctionnalités qui vont dans ces 3 directions de permettre à nos utilisateurs de faire un shopping plus intelligent avec leur propre définition du shopping plus intelligent. Et donc ça, évidemment, ça implique des gros enjeux
technologiques, que ce soit des enjeux de R&D sur lesquels on investit beaucoup de temps, et également des enjeux liés à la data. On a des gros volumes de données. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a travaillé avec AWS et des solutions partenaires. Et pour donner aussi quelques chiffres sur Joko, pour que vous situiez un peu mieux peut-être ce qu'est Joko en termes de taille de start-up et de phase d'avancement, on est une petite cinquantaine d'employés chez Joko. On a 3 millions d'utilisateurs et on a été créé en 2018. Et donc, pour ces 3 millions d'utilisateurs, on a des partenariats avec des marchands de toutes les verticales possibles. On a 3000 partenaires actuellement. Et donc, pour donner un peu plus commencer à rentrer sur une partie un peu plus data, nous, ce qu'on permet de faire, c'est à nos utilisateurs de connecter leur compte bancaire via un système aussi sécurisé qu'une banque. Et on récupère des données transactionnelles qui nous permettent de mieux comprendre nos utilisateurs et de leur proposer également des offres qui sont le plus adaptées possible à leurs attentes et à leur comportement d'achat. Et donc ça représente dans nos bases 10 milliards d'euros de transactions analysables. Ce n'est pas du tout des données qu'on vend, mais comme je disais, qui permettent de mieux comprendre nos utilisateurs et leur comportement d'achat. Et pour revenir un peu à notre mission de redonner le pouvoir à nos utilisateurs et en particulier du pouvoir d'achat, j'ai vérifié les chiffres récemment, on en est à 19 millions d'euros de pouvoir d'achat redonné aux utilisateurs. Donc on est très fiers de ça chez Joko. En tout cas, merci Coralie. Et puis, que serait une présentation de data sans chiffres? Donc, les voici à l'écran. Et du coup, alors, rentrons dans le vif du sujet sur l'aspect data. Comment est-ce que vous collectez et stockez les données, du coup, chez Joko? Oui, bien sûr, je peux vous en dire un peu plus là-dessus. Donc nous, cette slide est un peu dense, mais je vais vous guider pour mieux la comprendre. Nous, on partait d'un constat, peut-être je peux vous expliquer d'abord pourquoi on a mis en place Snowflake. Donc nous, initialement, nos bases de données de production, on les a sur DynamoDB. Dans un premier temps, parce que notre stack data elle a été construite au fur et à mesure des années. Et donc, dans un premier temps, on avait DynamoDB et on avait la donnée également sur S3, un autre service AWS, sur lequel on lançait des queries via un service qui s'appelle Athena. Et à un moment donné, on a voulu aller vers une solution qui nous permettait de mieux gérer notre données semi-structurées, de mieux gérer également le fait qu'on avait d'autres sources de données quand vous les connectez à notre data warehouse. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a mis en place Snowflake il y a 2 ans, oui, c'est ça, début 2022. Et donc, pour vous en dire un peu plus de comment on log la donnée dans Snowflake qui est au milieu, on a 2 grandes familles de sources de données. Chez Joko, je pense que c'est assez similaire à pas mal de business. On a ce qu'on appelle des données d'outils tiers, donc third-party tool que vous voyez sur la droite. On a Zendesk, on utilise un outil de CRM pour la partie marketing, également des tableurs. Et donc ça, on a plutôt une stratégie buy là-dessus, c'est-à-dire qu'on a mis en place Airbyte, qui convient très bien, nous, pour nos use cases. Mais il y a plein d'autres acteurs. On pourrait penser à Fivetran, à Stitch. C'est plus facile à maintenir pour nous. Et ça nous permet d'injecter cette donnée dans Snowflake. Donc, au moment de l'injection, elle est encore ce qu'on appelle raw, enfin brute. Pas encore d'étape de transformation, j'en parlerai après. Et l'autre grande famille de données, c'est la donnée qui vient de nos tables de production. Donc, vous reconnaissez DynamoDB dont je parlais, qui est tout en haut de la chaîne, là, où on a toutes nos tables de production. Et on a mis en place une solution qu'on appelle de delta loading. Ce qui veut dire que tous les jours, on met à jour notre donnée avec la création, la modification, la suppression potentielle de lignes dans nos différentes tables. Et donc, pour faire ça, on utilise une collection d'outils AWS. Vous voyez, donc on utilise des streams, on utilise aussi une solution de queuing qui s'appelle SQS. Et après, tout ça arrive dans un service Snowflake, qui est un peu la porte d'entrée entre la partie AWS et notre data warehouse qui est Snowflake, qui est Snowpipe, que vous voyez ici sur cette slide. Et donc voilà un peu comment ça fonctionne avec ces 2 grandes familles de loading et in fine, on a la data brute qui arrive dans Snowflake. Nous, si on prend un pas de recul sur les 2 ans depuis, parce que tout ça a été mis en place très progressivement, hein, le delta loading n'est pas arrivé tout de suite. Donc je pense que ce qui a été très pratique, c'est que ça scalait bien
Et justement, ça nous a permis de manière incrémentale d'améliorer la manière dont on load la donnée. Parce qu'en tant que startup, on a commencé avec quelque chose d'un peu plus artisanal et pas du delta loading, du full load. Et on a évolué petit à petit et c'est que le début. Il y aura sûrement d'autres évolutions qui arriveront à l'avenir. Ah, du coup, merci beaucoup Coralie. Et finalement, une fois que la donnée est chargée, tu en parlais tout à l'heure un petit peu en spoiler, comment est-ce que vous faites pour la transformer, cette donnée? Oui, eh ben, je peux vous en dire plus là-dessus. Donc là, on est arrivé au moment où on avait nos données qui sont créées dans les outils tiers ou de production, qui sont chargées dans Snowflake. Donc on est à gauche de cette slide, on a de la donnée brute, de la raw data, pardonnez-moi l'anglicisme. Et ensuite, on utilise un outil qui permet toutes les étapes de transformation de cette donnée. Donc nous, on utilise un outil qui s'appelle DBT, qui est, je pense, assez utilisé sur le marché et qui permet beaucoup d'étapes de transformation. Vous voyez ici, on a évidemment la partie cleaning, l'orchestration des jobs. Nous, on a donc une structure de modèle de données qui s'inspire un peu d'un standard bronze, silver, gold, c'est-à-dire qu'on a de la donnée très brute, qui ensuite a une première étape de nettoyage, de transformation assez proche des données, et ensuite une étape d'agrégation plus haut niveau pour faire des tables qui sont directement utilisables dans nos outils de visualisation de données. Donc on a cette partie data modeling, donc l'orchestration qui va avec, et DBT propose aussi beaucoup de solutions de data testing qui peuvent être particulièrement utiles. Et donc après cette étape-là de DBT, on a des données qui est transformée dans Snowflake. Et nous, vraiment les avantages de DBT ou de cette étape de transformation qu'on voit, c'est que ça permet de mettre dans des équipes data des bonnes pratiques qui viennent du dev, ce qui n'est pas forcément évident. Tout ce qui est, je pense à du peer reviewing, des fichiers de configuration, également évidemment le fait d'avoir du code versionné, qui a beaucoup de valeur, parce qu'un cas typique en data, c'est des modèles qui, au fur et à mesure, on enlève des exceptions, on rajoute des agrégats et on a besoin d'avoir une traçabilité de ce qui a été fait. Et DBT permet d'appliquer toutes ces bonnes pratiques à une équipe data, ce qui a vraiment beaucoup de valeur. Et nous, c'est assez aussi aligné avec notre philosophie, parce que notre but, quand on a mis en place la stack, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de startups, c'était d'aller relativement vite. On n'était pas très nombreux, on est 3 en data actuellement. Et donc, c'est des outils qui sont relativement faciles à prendre en main. Aucun de nous 3 n'avait de background de database management, de software engineering. Donc, on s'est formé. On a eu la chance de travailler avec des AM aussi qui étaient hyper dispo pour nous, côté Snowflake et côté AWS. Et donc, je pense que c'est vraiment ce type d'outils qui permettent d'aller vite et de mettre en place toutes les briques qui permettent d'arriver à la partie immergée de l'iceberg dont parlait Francis. Je pense qu'un point qui est important de souligner, effectivement, c'est qu'avec assez peu de personnes, et on a finalement cette notion, moi, que j'aime bien, qui est un peu cette notion de data full stack développeur. C'est-à-dire qu'on peut à la fois arriver à gérer des pipelines, à la fois gérer des modèles. Et je pense qu'en fait, avec ces solutions-là, on peut assez facilement couvrir, on va dire, un spectre assez large, et ce qui peut être très pratique, en fait, pour itérer rapidement et avancer dans une bonne direction sans avoir à recruter des profils très, très hétérogènes, en fait. Et ça, pour moi, c'est un vrai plus, en tout cas en tant que startup, pour pouvoir avancer et itérer assez rapidement. Et aussi être proche de la partie, quand même tech, mais aussi de la partie métier. Ouais, exactement. C'est complètement d'accord avec toi. Alors, une fois qu'on a du coup cette donnée qui est finalement enrichie, qu'est-ce que vous en faites, Joko? Après, une fois on a vu l'étape de chargement, de loading, ensuite cette étape de transformation. Vous reconnaissez la partie gauche de la slide avec DBT. Donc, on arrive à l'étape où on a de la donnée qui est enrichie. À ce moment-là, qui est dans Snowflake. Donc, on a un autre schéma, tout simplement, qui a la donnée enrichie et qui est connecté à notre outil de visualisation. Là, peut-être pour dézoomer un peu sur cette partie qui est quand même assez clé, la partie visualisation, parce in fine, on fait de la data pour nos contreparties métiers et qui vont en particulier utiliser l'outil de visualisation. Donc, pour vous donner un peu plus de contexte là-dessus, nous, on a choisi Metabase parce qu'à notre stade d'avancement, là où on était, c'était ce qui répondait le mieux à nos use cases. Mais l'avantage avec un gros acteur comme Snowflake, c'est que ça se connecte extrêmement bien à tous les acteurs de data visualisation. Nous,
quand on avait fait un peu l'étude du meilleur outil pour nos cas d'usage, on avait envisagé des outils comme Looker, Tableau, Power BI, et c'était pas du tout un frein le fait de devoir le connecter à Snowflake. Et d'ailleurs, nous, on a choisi Metabase et ça a été une étape très facile de connecter cet outil à Snowflake. Et pour vous donner un peu plus d'exemples peut-être de ce qu'on fait chez Dioco en termes de visualisation de données, je pense à deux grands types d'usages. On a un usage interne de visualisation de données. Donc nous, je vous ai parlé de nos 3 millions d'utilisateurs, de nos plateformes. Donc on a une app mobile, des extensions de navigateur. On a évidemment beaucoup de product analytics puisqu'on est une solution B2C. Donc on soutient les équipes produits pour améliorer le produit, faire des A/B tests, comprendre des taux de conversion, des rétentions. Donc c'est typiquement le genre d'analyse qui sont clés pour une entreprise comme la nôtre. Et ça, tout ça, c'est des choses qui sont un peu la partie finale de toute la partie immergée qu'on a vue précédemment. Un autre grande famille d'analytics, c'est sur la partie marketing. Nous, on appelle ça plutôt user acquisition parce qu'on a donc nos 3 millions d'utilisateurs, évidemment les acquiert avec des solutions telles que TikTok, Meta, etc., sur lesquelles on fait de l'advertising, donc on acquiert nos utilisateurs. Et ça, c'est assez data-driven parce qu'on teste des campagnes, on veut mesurer leur impact, la conversion qu'elles génèrent à différents stades du funnel dans notre produit. Et là aussi, on a eu un gros travail de connexion d'outils, de croisement de la donnée, parce qu'une fois qu'on a des budgets marketing, des volumes d'entrée, on veut voir comment se comportent les utilisateurs sur notre application. Bah, c'est un cas d'usage typique de toutes ces étapes de transformation, de croisement de données, de visualisation. Donc voilà, une partie Product Analytics, Marketing. Une dernière partie aussi que je citerai, c'est, donc j'ai parlé de 3 millions d'utilisateurs et des 3000 partenaires. 3000, c'est beaucoup. C'est beaucoup de travail pour les équipes commerciales qu'on a chez Dioco. Et donc c'est un cas d'usage parfait pour la data. Nous, on a mis en place un système qui identifie des opportunités commerciales, qui les classe par impact potentiel et qui est vraiment utilisé comme un outil de priorisation pour nos équipes commerciales au quotidien, d'objectifs et de savoir là où l'effort aura le plus d'impact. Donc c'est un autre type d'usage de nos données assez final. Et donc je vous parlais de deux grandes familles. Ça, c'est plutôt un usage interne, donc pour nos contreparties métiers chez Dioco. Et l'autre grand type d'usage, c'est plutôt un usage externe. Donc, c'est-à-dire que nous, on ne revend pas la donnée, je l'ai peut-être mentionné avant, mais ce qu'on fournit à nos partenaires dans le cadre de nos partenariats, ce sont des insights, donc complètement agrégés sur leur part de marché, l'évolution de comportement de leurs utilisateurs. Nous, pour nos partenaires, on a une solution d'acquisition et de fidélisation de clients. Et donc, on leur fournit ce type de dashboard d'insights qui a beaucoup de valeur pour eux. Et ça, on pourrait le faire via une fonctionnalité Snowflake qui est le data sharing ou via, nous, on embed aussi des dashboards dans Metabase. Mais c'est un autre cas d'usage qui est final de nos données, qui est plutôt à destination externe, donc de nos partenaires. Merci Coralie, et je pense surtout ce qui est intéressant à souligner quand même, c'est que votre solution simplement a scalé avec le temps. Vous n'avez pas eu de problème en fait, Ouais. malgré justement l'intégration avec des partenaires notamment et des sources de volume de données qui sont croissants Exactement. vu le succès du Ouais. produit, quoi. Notamment, ça a scalé et en plus, on a pu enrichir au fur et à mesure avec d'autres services Snowflake. Je parlais du data sharing. On a utilisé des nouvelles fonctionnalités qui ont répondu à des nouveaux cas d'usage. Donc, Snowflake enrichit beaucoup aussi son produit au fur et à mesure, ce qui peut être quand même assez pertinent quand on a des nouveaux cas d'usage au fur et à mesure de l'avancement d'une entreprise et d'une équipe data. Bon, en tout cas, merci Coralie. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur les défis de demain finalement? Oui, bien sûr. Bah, moi, je suis chez Dioco depuis 3 ans et je pense qu'on est qu'au début de ce qu'on veut faire en data. On a plein de belles ambitions pour 2024 et après. On a évidemment, puisqu'on a plein d'ambitions et plein de projets, on a besoin de gens qui rejoignent l'équipe. On essaye de recruter 4 personnes en data en 2024. Un autre gros enjeu qu'on a, c'est de fournir la meilleure expérience utilisateur possible sur notre outil, surtout notre outil de data visualisation, donc Metabase. Pour vous donner un peu de contexte là-dessus, c'est que nous, on a mis en place Metabase, on a construit tout
toute la partie dashboard initialement pour que les équipes elles aient une visibilité sur la donnée, sur ce qui se passe côté business. Et maintenant, on voudrait aller vers une situation où nos contreparties sont autonomes sur l'outil et donc dans une direction plutôt self-service de la data. Donc, ce qui nécessite d'être très proche à la fois des enjeux métiers, c'est pour ça qu'on se verticalise actuellement dans l'équipe, et également très proche des pratiques de nos utilisateurs sur ces outils-là. Et donc, ça fait une transition avec un autre de nos enjeux, donc d'utiliser à bon escient les technologies IA. Ce qu'on voudrait faire, donc ça pourrait être sur un cas de self-service. On sait que c'est très pratique d'avoir des solutions type LLM sur des catalogues, des documentations de données ou des catalogues pour aller dans une direction de self-service où les utilisateurs peuvent faire eux-mêmes des requêtes ou répondre simplement à une question sur quelles données, dans quelle table et comment conduire une exploration. Ça pourrait être un cas d'usage de la partie IA. Un autre usage qui aurait de la valeur pour nous, ce serait une partie plus forecast, forecaster le business avec des outils de data science et pouvoir mieux anticiper ce qui se passera dans l'avenir. Maintenant, on le fait, pas encore avec des technologies d'IA, mais ça pourrait être une piste d'exploration. Et le dernier aspect, donc je vous ai parlé un peu de cas d'usage data, marketing, plutôt côté sales également, plutôt côté B2B, et de notre volonté d'être le plus proche possible des contreparties métiers. Et donc on veut aller le plus loin possible là-dedans. Donc typiquement, si je reprends l'exemple d'identification d'opportunités avec la partie scoring de ces opportunités, nous on voudrait utiliser des solutions type reverse ETL ou ELT pour prendre de la donnée dans Snowflake et l'injecter directement dans les outils métiers utilisés par des équipes sales ou commerciales. Ça pourrait être le cas également ça pourrait tout à fait être le cas pour des communications marketing qui seraient plus ciblées. Et donc nous, on veut s'intégrer, comme ça la boucle sera bouclée, on load la donnée, on la transforme, on la visualise et on la réinjecte dans les outils métiers pour que vraiment dans les process, les personnes utilisent le plus possible la donnée au quotidien. En tout cas, merci beaucoup Coralie. Et c'est vrai que c'est un peu la boucle qui est bouclée d'un point de vue data. Et c'est vrai qu'on peut à la fois générer on peut récupérer la donnée et après mieux alimenter des systèmes pour pouvoir tout ce qu'on appelle justement les solutions de reverse ETL en fait, qui sont de plus en plus populaires et qui peuvent vraiment être pertinentes pour vraiment avoir la maximum par exemple de fidélité avec vos clients. Alors, on a parlé justement de solutions partenaires AWS. On a pas mal parlé notamment aujourd'hui de Snowflake. Il en existe d'autres. Et c'est aussi cette slide est pour vous montrer tout simplement que lorsqu'on passe justement avec solutions partenaires, on peut aussi avoir des intégrations natives avec des services AWS. Je prends le cas par exemple de Snowflake. Si vous voudriez par exemple faire du streaming, vous pourriez très bien par exemple intégrer Snowflake avec Amazon MSK. Si vous voudriez par exemple insérer des données, vous pourriez aussi passer par AWS Glue. Ou si vous voudriez orchestrer par exemple des flux au sein de Snowflake, vous pourriez utiliser Amazon MWA ou pareil utiliser notre plateforme d'intelligence artificielle à Amazon SageMaker avec Snowflake. Ou encore utiliser Amazon QuickSight en lieu et place par exemple de Metabase. Voilà, la slide n'est pas exhaustive, on pourra ajouter d'autres icônes, mais c'est aussi pour ça que c'est intéressant d'utiliser solutions partenaires, c'est qu'elles s'intègrent aussi très bien, même d'un point de vue sécurité, avec l'offre AWS, et c'est quelque chose qui peut vous permettre justement d'itérer au plus rapidement. Quelque chose qui est vraiment clé aussi dans cette présentation-là, et c'est si vous avez des problématiques, n'hésitez pas à vous rediriger vers votre équipe de compte AWS, de vous expliquer vos problématiques. Et par rapport à ça, il n'y a pas de souci justement pour pouvoir conseiller à nos clients des solutions justement de la marketplace. Voilà, donc l'idée pour nous, c'est vraiment d'avoir la solution qui paraît la plus pertinente et qui répond le mieux à vos besoins. Et pas foncièrement de pousser sur une solution AWS pour une solution AWS. Voilà, je vais laisser Coralie du coup conclure. Bah, écoutez, merci beaucoup d'avoir assisté à cette présentation. Moi, j'insiste sur le fait que tout ce qu'on vous a présenté là, on l'a construit au fur et à mesure et qu'on est vraiment au début de ce qu'on va faire en data chez Djoko. Si vous avez des questions plus techniques, moins techniques, n'hésitez pas, on sera autour de ce stand après avec Francis. Alors moi, j'ai quelque chose à dire, c'est si vous voulez un job super, postulez chez Djoko, ça faut pas hésiter. Exactement. Voilà, et pareil, voilà, si vous avez des questions, vous voulez parler analytics ou autre, n'hésitez pas à m'alpaguer tout simplement, je suis là pour ça. Et voilà, n'hésitez pas aussi à remplir le survey, votre avis est important.
Ça va être pour moi le temps justement encore de remercier Coralie. Voilà, c'est un plaisir aussi de pouvoir avoir des clients qu'on accompagne, de les faire monter sur scène. Voilà. Et là-dessus, je vous encourage du coup à participer à la prochaine session qui aura lieu à 14 heures, donc il y a un petit quart d'heure de break, qui va parler du coup des migrations sur AWS. Voilà, donc je vous remercie en tout cas pour votre attention et puis je vous dis Merci à bientôt beaucoup. peut-être dans les couloirs. Merci.